David Callahan s'essuyait les mains avec un chiffon usé, observant sa nièce de 11 ans, Laney, dessinée dans le coin du bureau de son atelier. Elle était assise en tailleur sur le vieux canapé en cuir, ses cheveux noirs tombant comme un rideau autour de son visage tandis qu'elle travaillait. Le week-end était passé trop vite. « Il est temps de faire ses bagages, mon petit », dit David d'une voix douce. « Ta mère sera bientôt là. » Le crayon de Lenny s'immobilisa, ses petites épaules se crispèrent et elle referma le carnet de croquis avec un claquement discret. « Je sais », se leva lentement, rassemblant ses quelques affaires dans un sac à dos usé. Ses mouvements étaient prudents, mesurés, comme si elle essayait de ne pas perturber l'air qui l'entourait. David étudia son visage. Quelque chose n'allait pas. Ça faisait des mois que ça n'allait pas. Depuis les funérailles de Caleb, Laney riait, courait dans un magasin en posant sans cesse des questions sur les moteurs et les outils. Maintenant, elle se déplaçait comme un fantôme. « Ça va, mon cœur ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux, mais ses mains tremblaient en fermant le sac à dos. « Laney. » David s'agenouilla à sa hauteur. « Parle-moi. » L'espace d'un instant, ses yeux sombres croisèrent les siens. Il y vit quelque chose qui lui fit peur jusqu'à la poitrine. La peur pure et crue d'un enfant qui n'aurait jamais dû la ressentir. « Je ne veux pas rentrer à la maison, » murmura-t-elle, si doucement qu'il faillit la manquer. Les mots le frappèrent. Comme un coup de poing. David tendit la main, mais avant qu'il puisse répondre, la porte du magasin sonna. Melinda Pierce entra, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, arborant un sourire éclatant qui ne lui atteignit jamais les yeux. « Voilà ma petite fille. » La voix de Melinda portait cette fausse douceur que David avait appris à détester. Prête à rentrer à la maison. Laney se transforma instantanément. Son dos se redressa, son visage devint vide et elle hocha rapidement la tête. « Oui, maman. »« Bien. Remercie tonton David de t'avoir accueilli. » Les yeux bleus de Melinda rencontrèrent ceux de David. Et il vit quelque chose de froid se cacher sous la surface. « Merci, tonton David, » dit Laney d'une voix neutre. Maintenant, David se leva, la mâchoire serrée. Elle est la bienvenue quand elle veut. Comme c'est gentil. Le sourire de Melinda s'élargit, mais elle a école de main. Il ne faut pas qu'elle prenne du retard. Quelque chose dans sa voix fit frissonner David. Il regarda Laney marcher vers sa mère, chaque pas plus lent que le précédent. Lorsqu'elle atteignit Melinda, elle tressaillit légèrement lorsque la main de sa mère se posa sur son épaule. « Dis au revoir, chérie. » Laney se retourna vers David et, l'espace d'une seconde, son sang-froid se brisa. Elle se précipita et enroula ses bras fins autour de sa taille, la serrant fort. « Je t'aime, oncle David », murmura-t-elle contre son t-shirt. « Je t'aime aussi, mon petit. » Il la serra contre lui, sentant sa petite taille. « Quelle fragilité. Viens, Laney. Il faut y aller. » La voix de Melinda était devenue aigre. Point. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Melinda s'arrêta près de David. Elle lui glissa quelque chose dans la paume. Un morceau de papier plié. « Pour toi, » dit-elle, son sourire revenant. Un souvenir. Puis ils partirent, laissant David debout dans sa boutique vide, le papier brûlant dans sa main. Il le déplia lentement. L'écriture était celle de Melinda, nette et maîtrisée. Elle ment encore. Ne crois rien de ce qu'elle dit. Elle a besoin de discipline. Occupe-toi de tes affaires. Point. David serra les poings, froissant le mot. Par la vitrine, il regarda la voiture de Melinda s'éloigner. Sur la banquette arrière, le petit visage de Laney le fixait, et il vit des larmes couler sur ses joues. « Fils de pute », marmonna-t-il, sa formation de marine lui assurant une voix ferme, même si la rage montait en lui. Le lendemain matin, David était assis dans son bureau avant l'aube, entouré de papiers et de dossiers. Le café était froid depuis des heures, mais il le remarqua à peine. Le mot de Melinda était posé sur son bureau, lisse et plat, ces mots gravés dans sa mémoire. Elle a besoin de discipline. La photo des funérailles de son frère Caleb le fixait depuis le bureau. Jeune, souriant, plein de vie. Mort à 34 ans dans un accident de voiture qui n'avait aucun sens. David sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « J'aime, c'est David Callahan. Il faut qu'on parle. » 2 heures plus tard, Jem Rodriguez était assis en face de David dans un restaurant de la banlieue de Boise. L'ancien collègue de Caleb semblait fatigué, plus âgé que ses 35 ans. « Je me demandais quand tu appellerais, » dit Jem en remuant son café. « J'ai beaucoup pensé à Caleb ces derniers temps. Raconte-moi les semaines qui ont précédé sa mort, » dit David. « Tout ce dont tu te souviens. » Le regard de Jem parcourut le restaurant vide. « Mince, je ne sais pas si je devrais. Ma nièce a des ennuis, Jem.
Je pense que c'est lié à la mort de Caleb. Ça a attiré l'attention de Jem. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Quel genre de problème? Le genre qui fait qu'une fille de 11 ans a peur de rentrer chez elle. Le visage de Jem s'est assombri. Bon sang. D'accord. Ouais, Caleb était dans un sale état ces dernières semaines. Il n'arrêtait pas de dire que Melinda se comportait bizarrement. Il rentrait tard, recevait des appels qu'elle refusait de prendre devant lui. Pensait-il qu'elle la trompait? Il le savait, bon sang. Il l'a confrontée à ce sujet 2 semaines avant l'accident. Il a dit qu'elle lui avait ri au nez, qu'il était parano. Jem a marqué une pause, se frottant le front. Mais voilà le truc. Caleb n'était pas parano. C'était l'un des types les plus pondérés que je connaisse. David a sorti un petit carnet. Quoi d'autre? La veille de sa mort, il m'a appelé, m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose, une sorte de preuve, qu'il voulait me montrer le lendemain. La voix de Jem s'est réduite à un murmure. Il n'en a jamais eu l'occasion. Et l'accident? Tu étais le premier sur les lieux, non? Waze. Avec la dépanneuse. L'expression de Jem devint troublée. C'était bizarre aussi. L'orteil est apparu avant même qu'on en appelle une. Le conducteur a dit avoir entendu l'accident. Mais ce tronçon de route, s'est isolé. Aucune maison à proximité. Qui était le conducteur? Un type nommé de Clan Rude. Il possède Rude Towing. Un peu froid, mais efficace. Jem croisa le regard de David. Il a déplacé cette voiture vite fait, mec. Plus vite que d'habitude. Comme s'il était pressé. David nota le nom, la mâchoire serrée. Y a-t-il autre chose qui cloche? La voiture. Enfin, Caleb était mécanicien. Il gardait sa voiture en parfait état, sauf les conduites de frein. Jem secoua la tête. Elles étaient fichues, complètement corrodées. Ça n'avait aucun sens pour une voiture qui avait été révisée 6 mois plus tôt. Où sont les carnets d'entretien? C'est juste qu'ils ont disparu. Caleb gardait toujours des copies de tout, mais ses dossiers à la maison et au travail ont été nettoyés après les funérailles. Melinda dit qu'elle les avait jetés. Le stylo de David s'immobilisa. Elle jeta ses dossiers de travail. Elle dit qu'elle ne supportait pas de les regarder. Trop douloureux. La voix de Jem était pleine de doutes. Mais Caleb adorait ses voitures. Ce serait comme jeter des morceaux de lui. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids des implications s'installant entre eux. David. Dit finalement Jem. Si ce que tu penses est vrai, si Melinda est ce de Clan, qu'est-ce que tu vas faire? David ferma son carnet et se leva. Tout ce qu'il faudra pour protéger ma nièce. Fais attention, mec. S'ils ont tué Caleb, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise famille à qui s'en prendre. Cet après-midi-là, David se rendit au commissariat de police de Boise. Le sergent de service le dirigea vers un bureau exigu où l'inspecteur Nico LSTRA était assis, examinant les dossiers. Inspecteur LSTRA, je suis David Callahan. Je veux rouvrir le dossier de mon frère. Last leva les yeux de ses papiers, un homme d'une 40aine d'années à l'air fatigué, aux yeux sombres et intelligents. Callahan. Caleb Callahan. L'accident mortel de l'année dernière. C'est exact. Asseyez-vous. Last fit un geste vers une chaise usée. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a plus à enquêter? David sortit son carnet et commença à parler. Il parla à LSTRA de la déclaration de Jem, des relevés d'entretien manquants, du chauffeur de la dépanneuse arrivé trop vite. Lorsqu'il eut terminé, LSTRA était adossé à sa chaise, les doigts croisés. Ce sont des observations intéressantes, monsieur Callahan. Mais il y a plus. La voix de David était posée, maîtrisée. Je pense que ma belle-sœur maltraite ma nièce, et je pense que c'est lié. L'expression de Last se durcit. C'est une accusation grave. Je suis un homme sérieux, inspecteur. Pendant un long moment, ils s'observèrent. Finalement, Last hocha la tête. Bon, je vais chercher le dossier original. Mais je vous préviens, si cette affaire a été classée sans suite, il y a fort à parier qu'il y a une bonne raison de la rouvrir. Il y a, dit David, une petite fille qui a trop peur de rentrer chez elle. Mardi soir, David fermait la boutique lorsqu'il remarqua le carnet de croquis d'Elagnier, posé sur le canapé du bureau, là où elle l'avait laissé. Son premier réflexe fut d'appeler Melinda, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce le mot qu'elle lui avait donné, la peur dans les yeux de Lani, ou simplement le sentiment qui le rongeait depuis dimanche. Il prit le carnet et passa son pouce sur la couverture usée. Laney avait toujours été artiste, même enfant. Caleb plaisantait en disant qu'elle tenait son talent d'un ancêtre mystérieux. Comme personne d'autre dans la famille ne savait tracer une ligne droite, David hésita. C'était l'espace privé de Laney.
Ses pensées et ses sentiments étaient visibles, mais la peur dans sa voix lorsqu'elle avait murmuré « Je ne veux pas rentrer à la maison » résonna dans sa mémoire. Il ouvrit la couverture. Les premières pages étaient des fleurs, des maisons, le croquis d'une boutique. Mais en tournant les pages, les dessins changèrent. Une femme aux cheveux en bataille et à la bouche ouverte, clairement en train de crier. Une petite silhouette se blottit sous un lit, tandis que des ombres planaient au-dessus. Ses bras étaient couverts de marques sombres qui ressemblaient étrangement à des ecchymoses. Les mains de David se mirent à trembler. Les dessins s'assombrissaient à mesure qu'ils continuaient. Une scène de cuisine avec de la vaisselle cassée éparpillée sur le sol. Une chambre d'enfant avec une chaise coincée sous la poignée de porte. Et à chaque page, la même petite silhouette toujours cachée, toujours effrayée. Vers la fin du carnet, une image glaça le sang de David. Une pierre tombale avec son père gravé dessus, et en dessous, une minuscule silhouette dont le visage ruisselait de larmes. Au-dessus du chiffre écrit d'une écriture enfantine soignée, « Désolé, Jésus-Christ », murmura David. Il ferma le livre et s'assit durement sur le canapé. Son esprit s'emballa, reliant des points qu'il ne voulait pas relier. L'année se reprochant la mort de Caleb. Les abus cachés dans ses pages. Le mot de Melinda lui disant de ne rien croire de ce que l'année disait. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. David, c'est Charmaine Booker, la voisine de Melinda. David connaissait Charmaine, une enseignante à la retraite qui vivait à côté de Caleb et Melinda depuis des années. Elle avait parlé aux funérailles de Caleb du bon père qu'il avait été. « Salut, Charmaine. Que puis-je faire pour toi? Bon, je déteste te déranger, mais as-tu remarqué quelque chose d'étrange chez l'année ces derniers temps ?» David serra le téléphone. « Que veux-tu dire? Je ne veux pas parler à tort et à travers, mais j'entends des choses venant de la porte d'Axe en grave côté. Des voix fortes qui pleurent. Ce n'est pas du chagrin. » Pleurer, David. C'est différent. Quel genre de voix? La voix de Charmaine se réduisit à un murmure. Melinda hurlait sur cette petite fille, disait des choses horribles. Et il y a un homme là-bas presque tous les soirs maintenant. Ce de Clan, le propriétaire de la dépanneuse. Il n'est pas du genre Lani non plus. David ferma les yeux. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis juste après les funérailles. Peut-être avant. J'ai voulu appeler quelqu'un, mais je n'étais pas sûr. Je veux dire, Melinda fait tellement bonne figure en public. Charmaine, as-tu vu des signes physiques? Des bleus? Des coupures? C'est juste que j'en ai. La semaine dernière, j'ai vu l'année dans le jardin tes ses bras. La voix de Charmaine se brisa. David, je pense que cette femme lui fait du mal. Et ce de Clan, il reste planté là et laisse faire. Parfois, il rit même. David se leva et fit les 100 pas. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que tu es la seule famille qui reste à cette petite fille. Et parce que je ne peux pas rester là à regarder. J'ai essayé de parler à Melinda une fois. Tu sais, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a affiché son sourire artificiel et m'a dit que l'année Annie traversait une période difficile. Donc, la fillette se comportait mal parce que son père lui manquait. Mais tu ne peux pas me croire. J'ai été enseignante pendant 30 ans. David, je connais la différence entre le chagrin et la terreur. Cet enfant est terrifié. David baissa les yeux sur le carnet de croquis qu'il tenait à la main. Charmaine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Continue à observer. Continue à écouter. Et si tu vois quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Bien sûr, mais David, qu'est-ce que tu vas faire? La voix de David était ferme. Froid. Quoi qu'il en coûte. Après avoir raccroché, David s'assit dans l'obscurité croissante de son bureau, le carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Le dernier dessin le fixait, cette minuscule silhouette près de la tombe de Caleb, assumant la responsabilité de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais se reprocher. Il pensa aux mots de Melinda. Elle a besoin de discipline. Il pensa à deux clans rudes arrivés trop vite sur les lieux de l'accident de Caleb. Il pensa au carnet d'entretien manquant, aux conduites de frein corrodées et à une petite fille qui sursautait quand sa mère la touchait. David sortit son téléphone et composa le numéro de l'inspecteur LRA. Ulstra. Inspecteur. C'est David Callahan. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Quel genre de chose? David baissa les yeux sur le carnet de croquis, où se dessinaient des années de souffrance cachées, dessinées par la main prudente d'un enfant. Des preuves, dit-il, et ça change tout. David rencontra l'inspecteur LSTRA au commissariat le lendemain matin, le carnet sous le bras comme une preuve dans une affaire de meurtre. Ce qu'il commençait à soupçonner. « Voyons voir ce que vous avez trouvé », dit LRA en s'installant derrière son bureau avec une tasse de café.
David ouvrit le carnet et l'étala sur le bureau de l'inspecteur. Le visage de Last s'assombrissait à chaque page tournée. Seigneur, murmura Ulstra. S'arrêtant sur le dessin de la femme qui hurlait. Vous pensez que c'est sa mère? Je sais que c'est ça. Regardez les cheveux, la structure du visage, et ça. David a pointé du doigt le dessin d'un homme imposant au regard froid, debout dans l'embrasure d'une porte. Je crois que c'est Declan Rude. Lasti tuddy l'image. Le conducteur de la dépanneuse de l'accident de ton frère. Le même. Et d'après mon voisin, il passe ses nuits chez Melinda depuis les funérailles. Ses dessins, il raconte une histoire. La voix de Last était grave. Mais ce n'est pas suffisant pour une condamnation. Il nous en faut plus. David s'est penché en avant. Quel genre d'enregistrement, de photos, de dossiers médicaux montrant des blessures? Last a croisé le regard de David. Quelque chose qui tiendra devant un tribunal. Comment obtenir ça? Last est resté silencieux un long moment, pesant visiblement ses mots. Officiellement, on signale les soupçons de maltraitance au service de protection de l'enfance et on les laisse s'en occuper. Et officieusement, les services sociaux sont surchargés de travail et en sous-effectif. Parfois, les preuves ont tendance à disparaître, surtout si les bonnes personnes interviennent. L'expression de Last était prudente, neutre, mais je ne peux pas te conseiller de prendre les choses en main. David comprenait. LRA ne pouvait pas lui dire de rassembler des preuves lui-même, mais il ne le lui interdisait pas non plus. Si quelqu'un obtenait hypothétiquement des enregistrements d'abus, qu'en feriez-vous? Hypothétiquement, je serais très intéressé par de tels enregistrements, surtout s'ils corroboraient d'autres preuves dans une enquête en cours. David hocha la tête. Je comprends. Sois prudent, Callahan. Si tes soupçons sont fondés, tu as affaire à des gens qui ont déjà tué une fois. Cet après-midi-là, David se rendit dans un magasin d'électronique à l'autre bout de la ville. Il paya comptant un petit appareil photo numérique avec fonction d'enregistrement audio, du genre facile à dissimuler. Le plan était simple. Laney devait rester avec lui ce week-end. Lorsqu'elle partirait dimanche, l'appareil partirait avec elle, caché dans son sac à dos. Si Melinda l'abusait, David aurait des preuves. Mais d'abord, il devait parler à Laney. Vendredi soir, Melinda déposa Laney au magasin. Elle adressa à peine la parole à David, se contentant de lui tendre un petit sac de sport et partit d'un bref à dimanche. Laney semblait encore plus renfermée qu'avant. Elle s'assit sur le canapé de son bureau, les genoux serrés contre sa poitrine, le regard perdu dans le vide. « Tu as oublié quelque chose la dernière fois », dit doucement David en brandissant son carnet de croquis. Pour la première fois de la soirée, Laney leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Vraiment? Tu l'as regardé ?» David s'assit à côté d'elle. « Je l'ai fait, et j'ai besoin que tu saches quelque chose. Rien de tout ça n'est de ta faute. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lani. « Tu ne comprends pas. Papa est mort à cause de moi. Parce que j'étais méchante. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Ton père est mort parce que quelqu'un lui a fait du mal. Quelqu'un qui voulait sa mort. Maman dit que ta mère ment. » La voix de David était ferme mais douce. « Laney Annie, ce qui est arrivé à ton père n'était pas un accident. Et ce qui t'arrive n'est pas de la discipline. C'est mal et ça doit cesser. » Laney enfouit son visage dans ses genoux. Elle dit que si je le dis à qui que ce soit, ils m'emmèneront et me mettront dans un endroit pire. Elle dit, de toute façon, personne ne me croira. Les poings de David se serrèrent, mais il garda une voix calme. Tu me fais confiance. Un petit hochement de tête. Alors fais-moi confiance quand je dis que je vais arranger ça. Mais j'ai besoin de ton aide. Il lui montra la petite caméra, lui expliquant son fonctionnement ou comment la cacher. Laney l'écouta avec l'attention solennelle d'un enfant qui a grandi trop vite. « Est-ce que ça va lui faire mal ?» demanda Laney. « Ça l'empêchera de te faire du mal. » Et Declan. L'amchoira de David s'asserra. Lui aussi. Le dimanche matin est arrivé trop vite. Alors que la voiture de Melinda s'arrêtait devant le magasin, David s'agenouilla à la hauteur de Laney. « Tu te souviens de ce qu'on a dit? Tu n'es plus seul. » Laney hocha la tête, sa petite main tapotant le sac à dos où était cachée la caméra. « Je me souviens. » Et Laney, tu es l'enfant le plus courageux que je connaisse. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit presque. 3 jours plus tard, David récupéra la caméra là où Laney l'avait cachée dans les toilettes de l'école pendant le déjeuner. Ses mains tremblaient lorsqu'il la connecta à son ordinateur portable dans le bureau du magasin. Les images étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. Melinda hurlait sur Laney Annie à propos de ses devoirs, la traitant d'idiote, de bonne à rien, la bousculant si fort que la petite fille trébuchait contre un mur.
Et Declan en arrière-plan, les bras croisés, observait avec un amusement froid. Elle est assez grande pour supporter pire, dit Declan dans les haut-parleurs. Le son était clair, accablant. Mais c'est l'expression de Melinda qui glaça le sang de David, une rage pure, dirigée contre une enfant sans défense. Il fit des copies de tout et appela l'inspecteur LSTRA. Le bureau des services de protection de l'enfance était un bâtiment gris et déprimant qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. David était assis en face de Janet Mills, assistante sociale, une femme d'une 50aine d'années à l'air menaçant, qui semblait plus intéressée par ses papiers que par les preuves qu'il avait apportées. « Monsieur Callahan, ce sont des allégations graves, » dit Mills, jetant à peine un coup d'œil aux images de la caméra sur l'écran de son ordinateur. « Mais il faut suivre le protocole. Vous venez d'assister à une agression sexuelle sur une enfant de 11 ans. De quoi d'autre avez-vous besoin ?» Mills ajouta, « Nous devons interroger toutes les parties concernées. Nous devons effectuer une visite à domicile. Nous devons examiner les dossiers médicaux et les bulletins scolaires. Combien de temps cela prend-il? On ne peut pas se précipiter. Quelques semaines, peut-être un mois. » David se pencha en avant. « Dans un mois, cette petite fille pourrait être morte. Monsieur Callahan, je comprends votre inquiétude, mais les déclarations dramatiques n'aideront personne. » David voulut attraper la femme par les épaules et la secouer, mais il se força à garder son calme. « Que se passe-t-il maintenant? Nous allons organiser des entretiens avec Melinda Pierce et l'enfant. Nous procéderons à une inspection du domicile. Si nous trouvons des preuves de maltraitance, nous prendrons les mesures appropriées. Et d'ici là, l'enfant reste dans son foyer actuel. » David quitta le bureau des services sociaux avec une sensation de malaise. Mais l'inspecteur LSTRA l'avait prévenu. Le système a été conçu pour protéger les familles, même lorsqu'elles étaient à l'origine d'un danger. 2 semaines plus tard, Mills a appelé pour nous communiquer les résultats de son enquête. « Monsieur Callahan, nous avons terminé notre examen du capier et n'avons trouvé aucune preuve de maltraitance. L'affaire est en cours de classement. » Le téléphone de David a grincé sous sa main. « Vous n'avez trouvé aucune preuve. Je vous ai fourni une vidéo. » Madame Pierce a expliqué que la vidéo avait été prise hors contexte. Elle punissait sa fille pour un comportement dangereux en se précipitant dans la circulation. Apparemment, elle a fourni des références morales de ses professeurs, voisins et amis. Tout le monde a dit beaucoup de bien de son éducation. Qu'en est-il des blessures figurant dans les dossiers médicaux? Des accidents d'enfance courants? Une chute de vélo? Une glissade dans les toilettes? L'infirmière scolaire a confirmé que l'année est maladroite et sujette aux accidents. La vision de David est devenue rouge. Sujette aux accidents. Madame Pierce a également exprimé des inquiétudes concernant votre santé mentale, Monsieur Callahan. Elle a mentionné que vous souffriez de stress post-traumatique depuis votre service militaire et que vous portiez des accusations de plus en plus incohérentes depuis la mort de votre frère. Qu'a-t-elle dit? Elle craint que votre chagrin ait altéré votre jugement. Elle s'inquiète de votre accès non supervisé à l'année. La ligne est restée silencieuse un long moment. Monsieur Callahan, êtes-vous là? Je suis là, a dit David d'une voix d'un calme absolu. Nous vous recommandons de consulter un thérapeute pour votre deuil et peut-être de limiter vos contacts avec la famille Pierce jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de guérir. David a raccroché sans ajouter un mot. Le soir même, il a appelé Charmaine Booker. David, tout va bien? Vous avez une voix étrange. Les services sociaux ont classé l'affaire. Ils ont cru à l'histoire de Melinda. Quoi? Mais je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Je lui ai fait une déclaration. Quelle déclaration? L'assistante sociale est passée la semaine dernière. Je lui ai tout raconté. Les cris, les pleurs, les bleus que j'ai vus. Elle a dit qu'elle les avait inclus dans son rapport. David a fermé les yeux. Charmaine, qu'as-tu dit exactement à l'assistante sociale? Je lui ai parlé du bruit la nuit, de l'année avec des marques sur les bras, de ce Declan qui était là tout le temps. Charmaine marqua une pause. Pourquoi n'a-t-elle pas mentionné ça dans le rapport? Non, elle ne l'a pas fait. Mais c'est impossible. J'ai signé une déclaration. David serra les dents. Charmaine, cette assistante sociale semblait-elle intéressée par ce que tu avais à dire? Eh bien, maintenant que tu le dis, elle semblait pressée. Elle regardait sa montre sans cesse, me coupant la parole quand j'essayais de donner des détails. À quoi ressemblait-elle? Jeune, blonde, très professionnelle, sac à main cher, belle voiture. David sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Charmaine, je ne pense pas que cette femme soit des services sociaux. Que dis-tu? Je dis que Melinda a plus de ressources qu'on ne le pensait. Après l'avoir raccroché, David resta assis dans son bureau sombre, les yeux rivés sur la photo de Caleb.
Le système avait échoué. Ceux qui étaient censés protéger les enfants avaient été achetés, menacés ou dupés. Mais David n'a été ni acheté ni dupé. Et il en avait assez d'être patient. Il a pris son téléphone et a appelé l'inspecteur LSTRA. C'est David Callahan. On doit se voir ce soir. Que s'est-il passé? Les services de protection de l'enfance ont classé l'affaire. Et je crois savoir pourquoi. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans le bureau de David, la lumière du plafond projetant des ombres crues sur leur visage. Vous dites que quelqu'un s'est fait passer pour un agent des services de protection de l'enfance? Dernière question. Je dis que mon voisin a fait une déposition à quelqu'un qui n'était pas Janet Mills. Quelqu'un qui a fait en sorte que cette déclaration ne figure jamais dans le rapport officiel. Last s'est frotté le front. Si c'est vrai, alors on a affaire à des gens qui ont de sérieuses ressources et une motivation sérieuse pour garder ça secret. Ce qui nous ramène à la mort de Caleb. Oui, c'est vrai. Last a sorti un dossier. J'ai fouillé dans les affaires de ce chauffeur de camion, Declan Rude. Il a un casier judiciaire vierge, mais ses associés sont intéressants. Intéressants à quel point? Le genre d'intéressant qui implique des comptes offshore et des déclarations fiscales manquantes. L'entreprise de remorquage Rude travaille pour plusieurs maisons de vente aux enchères automobiles, dont une qui fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude à l'assurance. David se pencha en avant. Tu crois qu'il a déjà fait ça? Provoquer des accidents pour l'argent de l'assurance. Je pense que Declan Rude est exactement le genre d'homme qui trafiquerait les conduites de frein pour obtenir le bon prix, et Melinda a fourni le prix. C'est ce qu'il faut prouver. Last a croisé le regard de David, mais il faut être malin. S'ils ont tué votre frère et étouffé l'affaire une fois, ils n'hésiteront pas à recommencer. ¿Qué proposes tú? On leur fait croire qu'ils ont gagné. On les laisse se sentir à l'aise, puis on leur tend un piège. David a passé la semaine suivante à jouer le rôle d'un homme brisé. Il est resté loin. De Laney. Il n'a pas appelé Melinda et a même répandu la rumeur en ville qu'il envisageait de vendre le magasin et de quitter Boise. Pour tous ceux qui regardaient, David Callahan était un frère en deuil qui avait finalement accepté la défaite. Mais tard le soir, lui et l'inspecteur Last travaillaient. Last avait récupéré les relevés téléphoniques de Declan la nuit du décès de Caleb. Officiellement, Declan était chez lui lorsqu'il avait entendu le bruit du fracas et s'était précipité pour porter secours, mais les données de l'antenne relais racontaient une autre histoire. « Regarde ça », dit la chaire en désignant une copie imprimée. Le téléphone de Declan a sonné une antenne à 3 km du lieu de l'accident à 23h47. L'appel au 911 concernant l'accident est arrivé à 23h52, ce qui signifie qu'il était déjà sur place au moment des faits. Ça s'améliore. 3 jours avant l'accident, le téléphone de Declan était resté en contact avec celui de Melinda pendant 47 minutes. L'appel provenait de la maison de vente aux enchères de voitures où travaillait Caleb. David estudiait la chronologie. Il explorait les lieux, apprenait l'emploi du temps de Caleb, calculait quand il rentrerait seul chez lui. C'est mon avis. Mais il nous faut plus que des relevés téléphoniques. Il nous faut une preuve de la liaison. Une preuve qu'ils ont planifié ça ensemble. Comment l'obtenir? Last sourit d'un air sombre. Nous leur donnons une raison de parler. Le plan était simple, mais dangereux. David allait approcher Declan directement, prétextant vouloir faire la paix pour Lanny. Il avait proposé à Declan de l'argent, une somme conséquente, pour convaincre Melinda. Pour lui permettre de revoir sa nièce. La réunion serait enregistrée et LSTRA serait à proximité avec des renforts. Si Declan était aussi arrogant qu'il le soupçonnait, il pourrait laisser échapper quelque chose au sujet de la mort de Caleb. « Tu es sûr de ça ?» demanda LSTRA tandis qu'ils examinaient le plan une dernière fois. S'il flaire un piège, il ne le fera pas. Les hommes comme Declan se croient plus intelligents que les autres. C'est leur point faible. 2 nuits plus tard, David appela Declan sur son portable. Rod Remorquate. Declan. Voici David Callahan, le frère de Caleb. Un silence. Oui, je sais qui tu es. De quoi veux-tu parler? Je crois qu'on a mal commencé. Vraiment? Je ne me souviens pas d'avoir pris pied avec toi. David se força à prendre un air fatigué, abattu. Écoute, j'ai réfléchi à ce qui était le mieux pour l'année. J'ai peut-être dépassé les bornes en accusant. Peut-être que je dois accepter que toi et Melinda soyez ensemble maintenant. Encore un silence de plus cette fois. Tu dis que tu veux faire la paix. Je dis que je veux ce qu'il y a de mieux pour ma nièce. Et se disputer avec sa mère n'aide personne. Que avais-tu en tête? Retrouve-moi à mon atelier demain soir. 20H. On parlera. Juste parler. Je ne cherche pas les ennuis, Declan. Je veux juste revoir ma nièce. Declan resta silencieux un instant. Quand il parla,
il y avait quelque chose. Calculateur dans sa voix. Bon. 20 heures. Mais j'espère que ce n'est pas un piège. Ça n'en est pas un. J'en ai fini de me battre. Le lendemain soir, David attendait dans son bureau. Un petit enregistreur était caché dans un tiroir de son bureau. L'inspecteur LSTRA et 2 agents de patrouille étaient postés dehors, prêts à intervenir si les choses tournaient mal. Il était exactement 20 heures. Declan franchit la porte du magasin. C'était un homme imposant, plus d'1,80 m, avec des yeux bleus froids et le genre de carrure due à un travail physique intense. Il regarda le magasin avec un dédain évident. « Bel endroit », dit-il, même si son ton suggérait le contraire. « Ça paie les factures. » David fit signe à une chaise. « Asseyez-vous. » Declan resta dibaut. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez dit que vous vouliez faire la paix. Moi, je le veux. Pour l'amour de l'année. David sortit une enveloppe et la posa sur le bureau. Il y a 5 000 $ dedans. C'est à vous si vous parvenez à convaincre Melinda de me laisser revoir ma nièce. Les sourcils de Declan se haussèrent. 5 000 $ juste pour parler à Melinda, juste pour arranger les choses. Je sais que j'ai été difficile. Je sais que j'ai dit des choses qui l'ont contrarié, mais l'année a besoin de sa famille. Declan prit l'enveloppe et regarda à l'intérieur. C'est de l'argent réel. Très réel. Et tout ce que j'ai à faire, c'est convaincre Melinda de rester sage. C'est tout. Declan essasit. Sapos chardetendue. Tu sais quel est ton problème, Callahan? Tu ne savais jamais quand t'abandonner. Ton frère avait le même problème. David gardait un visage neutre. Comment ça? Caleb ne savait jamais quand reculer. Toujours à fourrer son nez là où il ne fallait pas, à poser des questions auxquelles personne ne voulait de réponse. Le sourire de Declan était froid. Regardez où ça l'a mené. Caleb est mort dans un accident de voiture. Vraiment? Declan se renversa dans son fauteuil, visiblement amusé. Où est-il mort parce qu'il ne pouvait pas se mêler de ses affaires? Le cœur de David battait fort, mais il garda une voix posée. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Vous, les marines, tout en muscles et sans cerveau. Declan empocha l'enveloppe. Mais voilà le truc. Je te préfère à ton frère. Tu sais quand tu es crevé. Tu dis que la mort de Caleb n'était pas un accident? Le sourire de Declan s'élargit. Je dis que certains accidents sont plus accidentels que d'autres. Et certaines personnes sont trop stupides pour voir la différence. L'enregistreur captait tout. David dut lutter pour garder une expression neutre. Melinda devait être reconnaissante à la mort de Caleb. David dit prudement. Reconnaissant. Declan rit. C'est elle qui l'avait suggéré. Elle disait qu'elle en avait assez d'être mariée à un ivrogne de moins que rien. Elle disait qu'elle voulait repartir à zéro avec toi, avec moi, mon argent et mes relations. Le regard de Declan devint froid. Ton frère la retenait. Nous retenait tous. Alors tu l'as tué. J'ai fait disparaître un problème. C'était un idiot ivre de toute façon. On a fait vite. Les mains de David se crispèrent sous le bureau. Et maintenant on a son enfant à gérer. Mais ne t'inquiète pas, ce problème va se résoudre bien assez tôt. Que fais-tu? Tu veux dire? Declan se leva, son attitude détendue se transformant en quelque chose de plus prédateur. Je veux dire, la petite Lani a eu des accidents ces derniers temps. Une enfant maladroite, tout comme son père. Ces choses-là arrivent. Le sang de David se glaça. Tu menaces un enfant. Je t'explique la réalité. Tu te tais, tu prends ton argent et tu restes loin de notre famille. Ou cette petite fille pourrait avoir un très malheureux accident. Et si je ne le fais pas, la main de Declan se porta à sa veste, et David aperçut du métal en dessous. Alors tu rejoindras ton frère bien plus tôt que prévu. C'est à ce moment-là que l'inspecteur LRA et les autres policiers firent irruption par la porte. Les mains de la police de Boise étaient visibles. Declan pivota, la main tendue, cherchant son arme, mais il était trop lent. 2 policiers le plaquèrent au sol pendant que LSTRA sécurisait son arme. Declan rude, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Caleb Callahan et complot en vue de commettre un meurtre. Dernièrement, je lui lis ses droits. Oui, ils tiennent Declan. Il regarda David avec une pure haine. Ce n'est pas fini. Oui, dit doucement David. C'est. Quelques heures après l'arrestation de Declan, le détective LRA avait obtenu des mandats de perquisition pour rue de Towing et la maison de Melinda. Les preuves qu'ils ont trouvées ont peint une image du meurtre calculé et des abus systématiques qui ont choqué même les enquêteurs vétérans. T. Declan's business. Ils ont découvert des dossiers détaillés de la fraude à l'assurance datant de 5 ans. Les voitures ont délibérément endommagé, des accidents mis en scène,
Les réclamations ont déposé des véhicules qui n'avaient jamais été des accidents. Le dossier de Caleb était également là, avec des photos du système de freinage de sa voiture et des notes manuscrites sur les modifications nécessaires. Mais c'est le téléphone de Declan qui a fourni les preuves les plus accablantes. Les messages textes entre lui et Melinda, remontant à 18 mois, ont montré leur affaire en détail, ainsi que des discussions de plus en plus désespérées sur le problème de Caleb. Les messages ont révélé la portée de leur plan. Melinda, il devient suspect. J'ai trouvé certaines de nos photos. Declan, il est temps de déménager. Je ne peux plus attendre. Melinda, le rendre propre. Je ne peux pas gérer les questions. Declan, croyez-moi, j'ai déjà fait ça. Il y en avait des dizaines de plus. Chacun les uns les autres dans leur cercueil. Le détective Lessé était assis en face de David au poste de police, répandant des photos et des documents sur son bureau comme des cartes dans un jeu mortel. Nous les avons froids, a déclaré LSTRA. Meurtre, assurance, fraude, maltraitance des enfants, complot les travaux. Et l'année? Elle est en sécurité. Nous l'avons retirée de la maison ce matin. Placement d'urgence avec une famille d'accueil jusqu'à ce que cela soit réglé. La mâchoire de David s'est resserrée. Je la veux avec moi. Je sais que vous le faites. Et compte tenu des circonstances, cela se produira probablement. Mais il y a des documents, des vérifications des antécédents, des procédures de garde formelles. Cela prend du temps. Combien de temps? Quelques semaines, peut-être un mois. Le système se déplace lentement, mais il se déplace. David hocha la tête. Bien que chaque instinct lui ait crié d'aller trouver l'année Annie immédiatement après tout ce qu'elle avait vécu, être avec des étrangers, même des étrangers gentils, devait être terrifiant. Quelle est le chronologie pour le procès? Declan parle, a déclaré pour la dernière fois, essayant de conclure un accord. Affirme que Melinda était le cerveau. Dit qu'il ne faisait que suivre les ordres. Cela fonctionne-t-il? Le dernier sourire était sombre. Pas même un peu. Nous avons des enregistrements de lui se vantant du message, montrant qu'il avait initié la plupart de la planification et des preuves physiques qu'il a personnellement altéré la voiture de votre frère. Et Melinda, elle joue la veuve en deuil, affirme qu'elle a été maltraitée par Declan, forcée de suivre ses plans. Dit qu'elle n'a jamais voulu que Caleb est mort. Les mains de David se serrent dans les poings. Mais les SMS lui montrent une participante enthousiaste à la planification du meurtre de son mari. Ouais, son histoire ne résiste pas non plus. La porte du bureau a ouvert ses portes et un procureur, David, n'a pas reconnu avoir marché dans une femme sévère dans la quarantaine, portant un dossier de fichiers épais. Monsieur Callahan, je suis la procureure de district Sarah Walsh. Je voulais vous parler de l'affaire Pied. David se leva et lui serra la main. De quoi avez-vous besoin de moi? Votre témoignage pour les débutants, mais plus que cela, je veux que vous compreniez à quoi nous avons affaire. Wall s'est assis et ouvre son dossier. Melinda Pierce n'est pas seulement une mère abusive qui a aidé à tuer son mari. C'est un prédateur qui opère sous notre nez depuis des années. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des preuves qu'elle a déposé des réclamations d'assurance frauduleuses sur l'année depuis 3 ans. De fausses factures médicales, des accidents organisés, des blessures exagérées. Elle a recueilli plus de 30 000 $ en abusant systématiquement sa propre fille. David se sentait malade. Elle profitait de blesser l'année. Plus que cela, l'enquêteur en assurance a trouvé un modèle à chaque fois que l'année montrait des signes de récupération émotionnellement. Il y aurait un nouvel accident, une chute dans les escaliers, un accident de vélo, une brûlure du poil, toujours juste assez grave pour nécessiter des soins médicaux, jamais assez grave pour déclencher une enquête complète. Elle gardait l'année traumatisée exprès. Ça ressemble comme ça. Les enfants traumatisés ne posent pas de questions. Ils ne le font pas dire aux adultes ce qui se passe vraiment à la maison et qu'ils génèrent de la sympathie et de l'argent des compagnies d'assurance. La vision de David est devenue rouge. Où est-elle maintenant? Verrouillage du comté. La caution a été refusée. Walsh a rencontré ses yeux. Monsieur Callahan, j'ai besoin que vous sachiez que je vais pour le maximum sur chaque charge. Meurtre au 1er degré. Maltraitance des enfants. Fraude d'assurance. Conspiration. Si j'ai mon chemin, aucun d'eux ne reverra l'extérieur d'une cellule de prison. Bon. Mais j'ai besoin de votre aide. La défense va vous peindre en tant que vétéran instable avec le SSPT qui est devenu obsédé par les théories du complot après la mort de son frère. Ils diront que vous avez manipulé des preuves, une nièce cachère, peut-être même planté vous-même l'équipement d'enregistrement. L'expression de David était stone. Laissez-les essayer. Vous êtes confiant. Je suis confiant dans la vérité et je suis convaincu qu'un jury verra à travers leurs mensonges. Walsh a souri pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. J'aime ta certitude. Nous allons en avoir besoin.
Le procès a commencé 3 mois plus tard dans un palais de justice rempli de journalistes et de spectateurs. L'affaire avait attiré l'attention nationale. Une histoire d'abus, de meurtre et de trahison qui semblait arrachée à un script de film. David a témoigné le 3e jour, son comportement militaire et son comportement calme impressionnent le jury. Il leur a parlé de la peur de Lani, du carnet de croquis, des enregistrements qui avaient capturé la cruauté de Melinda en détail. L'avocat de la défense, un homme qui parle un peu, Morrison, a tenté de le faire vibrer pendant le contre-interrogatoire. M. Callahan. N'est-il pas vrai que vous recevez un traitement pour le SSPT depuis votre libération des marines? Oui. Et n'est-il pas vrai que le SSPT peut provoquer une paranoïa, des hallucinations et un comportement agressif? Il peut. Ce n'est pas dans mon cas. Mais comment le sauriez-vous? Le déni n'est-il pas un symptôme courant? Le procureur de district Walsh s'est opposé à ce que David puisse répondre, mais Morrison avait fait valoir son point de vue ou avait essayé. David regarda directement le jury. Je connais la différence entre mes souvenirs de combat et ce que j'ai été témoin de ma nièce. L'un me hante, l'autre me motive. Lorsque l'accusation a joué l'enregistrement de la confession de Declan, plusieurs jurés ont visiblement reculé. Le calcul froid dans sa voix, la manière décontractée qu'il a décrit le meurtre de Caleb. Les menaces contre Lani, c'était un témoignage dévastateur. Mais ce sont les propres mots de Melinda qui ont scellé son sort. L'accusation avait obtenu un enregistrement de la prison du comté, un appel téléphonique que Melinda a fait à sa sœur la nuit après son arrestation. Dans ce document, elle a révélé sa vraie nature avec une clarté choquante. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si bouleversé », a déclaré la voix de Melinda à travers les haut-parleurs de la salle d'audience. Caleb était de toute façon un perdant. J'ai fait service à ce petit gamin en me débarrassant de lui. Melinda, tu ne peux pas dire des choses comme ça, répondit la voix de sa sœur. Pourquoi pas? C'est vrai. Et maintenant, ce stupide gamin va tout ruiner avec ses mensonges et ses dessins. J'aurais dû me débarrasser d'elle il y a des années. Que voulez-vous dire? Moi signifie, peut-être qu'elle aurait dû avoir un accident plus grave. Quelque chose de permanent. La salle d'audience était morte à la fin de l'enregistrement. Même l'avocat de la défense de Melinda semblait secoué. Pendant le témoignage de Melinda, Walsh a systématiquement détruit son histoire. Chaque affirmation d'abus de Declan a été contredite par des messages textes montrant son enthousiasme pour leur plan. Chaque refus de nuire à Lani a été sapé par des dossiers médicaux et des preuves photographiques. Le point de rupture est venu lorsque Walsh a présenté le carnet de croquis de Lani au jury par page, expliquant ce que signifiait chaque dessin. La progression de l'art normal de l'enfance à la documentation des abus systématiques a été claire et déchirante. Madame Pierce Walsh a déclaré, tenant un dessin d'une femme aux cheveux sauvages hurlant sur une petite silhouette. Pouvez-vous expliquer au jury ce qui aurait pu inspirer votre fille à dessiner? Le calme de Melinda a finalement craqué. Elle a toujours été une enfant difficile, toujours inventée, essayant toujours d'attirer l'attention. J'ai fait de mon mieux avec elle, mais elle est comme son père, faible et stupide. Et votre honneur? Morrison a interrompu, essayant de contrôler son client, mais Melinda était hors de contrôle maintenant. Des mois de maintien de sa façade avaient fait des ravages et le masque glissait. Tu veux connaître la vérité? Cria Melinda, pointant le carnet de croquis. La vérité est que le petit gamin a tué mon mari. Si elle n'avait pas été un tel fardeau, un problème si constant, il n'aurait jamais conduit cette nuit-là. C'est la raison pour laquelle il est mort. Madame Pierce, s'il vous plaît. Morrison, a supply. Non, je suis fatigué de faire semblant. Le client. Le marteau du juge a sonné comme des coups de feu alors que Beth se déplaçait pour retenir Melinda, mais les dégâts ont été causés. En moins de 5 minutes, elle avait détruit toute sympathie que le jury aurait pu avoir pour elle. David a regardé de la galerie, son expression immuable. C'était que Melinda n'était vraiment pas la veuve en deuil ou la victime manipulée, mais un prédateur qui a pris plaisir à blesser un enfant sans défense. Walsh s'approcha du stand du témoin alors que l'ordre a été restauré. Madame Pierce, avez-vous autre chose que vous aimeriez dire au jury? Melinda la regarda avec une pure haine. Ouais, j'espère que ce gamin ne dort plus jamais paisiblement. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Melinda Pierce a été condamnée à 25 ans à perpétuité pour meurtre au premier degré avec des peines supplémentaires pour la maltraitance des enfants, la fraude à l'assurance et le complot en fonction de manière consécutive. Avec un bon comportement, elle pourrait être admissible à la libération conditionnelle à l'âge de 73 ans. Declan Rude a reçu la vie sans libération conditionnelle.
Son histoire de fraude à l'assurance et la nature préméditée du meurtre de Caleb avaient convaincu le juge qu'il représentait une menace permanente pour la société 6 mois après la fin du procès. David se tenait à nouveau dans la salle d'audience, cette fois pour une audience de garde. Laney était assis à côté de lui, plus l'enfant terrifié et retiré qu'il essaierait d'abord d'aider. Elle avait encore des cauchemars, toujours tressaillissée par des mouvements soudains, mais elle guérissait. Le juge, un homme âgé du nom de Harrison, qui avait vu trop de familles brisées, les regarda avec des yeux gentils. « Monsieur Callahan, le tribunal a examiné votre requête pour la tutelle permanente de Laney Pierce. Compte tenu des circonstances de cette affaire et du témoignage du thérapeute de l'enfant, cette cour est prête à accorder cette requête. » David sentit une partie de la tension quitter ses épaules. « Merci, votre honneur. » Cependant, le juge Harrison a poursuivi, « Je veux rendre quelque chose de clair. Cet enfant a subi un traumatisme que la plupart des adultes ne pourraient pas survivre. Elle aura besoin d'une thérapie, d'une patience et d'une compréhension continue. Êtes-vous prêt à cette responsabilité? » « Oui, monsieur. » Et mademoiselle Pierce, a déclaré le juge, s'adressant directement à Laney. « Que pensez-vous de vivre avec votre oncle en permanence ?» Laney leva les yeux vers David, puis revint le juge. Quand elle a parlé, sa voix était petite mais stable. « Il m'a sauvé. Je veux rester avec lui. Ensuite, c'est réglé. » La garde complète est attribuée à David Callahan. En dehors du palais de justice, les journalistes se sont regroupés autour d'eux comme des vautours. David a protégé Laney des caméras et des microphones, mais un journaliste a réussi à se rapprocher suffisamment pour crier une question. « Monsieur Callahan, pardonnez-vous à Melinda Pierce ce qu'elle a fait à votre famille ?» David a cessé de marcher. Pendant un moment, il a envisagé d'ignorer la question. Puis il se tourna pour faire face au journaliste, son expression granite durement. « Le pardon est pour les faibles, dit-il tranquillement. Elle mourra dans une boîte. C'est ce qu'elle a gagné. » Le journaliste avait l'air reculé. « Mais tu ne penses pas? Je pense qu'elle a torturé l'enfant pendant des années et assassiné mon frère pour de l'argent. » Yeah. Pense que. La justice a été rendue, et je pense que c'est tout ce qui compte. Il se détourna des caméras et se dirigea vers son camion. La petite main de Laney est un AS, ils sont rentrés chez eux. Laney a parlé pour la première fois depuis son départ du palais de justice. Uncle David. Ways, gammon. J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute. Qu'est-il arrivé à papa? Quelle maman m'a fait? David jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, rencontrant ses yeux. Et maintenant je sais que ce n'était que de mauvaises personnes. Et les mauvaises personnes ne peuvent pas gagner. David a souri le premier vrai sourire qu'il avait réussi depuis la mort de Caleb. Non, ils ne le font pas. Pensez-vous que papa serait fier de nous? Je pense que votre père serait fier de votre courage. Comment vous avez aidé à attraper les gens qui l'ont blessé? Laney était silencieux pendant un moment. Il me manque. Il me manque aussi. Mais je suis content de t'avoir. La goure de David se resserra. Je suis content de t'avoir aussi, ma chérie. Ils sont rentrés chez eux tout au long de la soirée de l'Idaho. Le soleil couchant peignant le ciel dans des tons d'or et de rouge. Derrière eux se trouvait une salle d'audience où la justice avait finalement été rendue. Devant, un avenir qui ne serait jamais facile, mais qui leur appartiendrait à construire ensemble. Dans son rétroviseur, David pouvait voir le palais de justice de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Mais le souvenir du visage tordu de la rage de Melinda, le son du rire cruel de Declan, la preuve de ce qu'ils avaient fait à un enfant innocent, ceci resterait avec lui pour toujours. Pas comme des cauchemars, mais comme des rappels. Rappels que certaines personnes ont choisi le mal. Que certains dégâts ne pourraient jamais être annulés. Ce pardon était un luxe que les coupables ne méritaient pas. Et les rappels que parfois si vous étiez assez fort et assez intelligent et que vous refusiez simplement d'abandonner, les méchants ont réellement perdu. Oui, ils se sont arrêtés dans l'allée de ceux qui étaient maintenant officiellement la maison de Laney. David a fait une promesse silencieuse à son frère. Kayla ne verrait jamais sa fille grandir, ne lui apprendrait jamais à conduire ou à la promener dans l'allée ou à rencontrer ses petits-enfants. Mais Laney grandirait en sécurité. Elle saurait qu'elle était aimée. Elle comprendrait que ce qui lui est arrivé n'était pas de sa faute et que les gens qui l'avaient entendu avaient payé le prix. Cela devrait être suffisant, c'était tout ce qu'il restait. Mais parfois, David pensait en regardant Laney courir vers la maison où elle n'aurait plus jamais peur. Parfois, il vous restait exactement ce dont vous aviez besoin.